Donc, bonjour, nous allons donc, ouvrir ce temps d'échange intitulé Clinique des conduites à risque en contexte de grossesse adolescente. Bon, c'est une question qui est récurrente, c'est pas nouveau. Cela dit, ça a pris une actualité plus forte, notamment quand nous, à la MPCR, on sait... tu as besoin? Tout est parfait. Ok. Ok. Donc, ça a pris une actualité beaucoup plus brûlante avec la question de l'émergence de conduites prostitutionnelles chez les mineurs, où là, c'est plus seulement des consommations de cannabis. On a des jeunes filles qui vont consommer beaucoup d'alcool, du cannabis évidemment, mais aussi du protoxyde d'azote, qui pose un certain nombre de problèmes que Emmanuel Perret nous évoquera. Et puis, pour ces jeunes filles, la grossesse peut être une issue plus ou moins vraisemblable, parfois possible, pour sortir de cette situation-là. En tout cas, on ne peut pas les contraindre. On est obligé d'accompagner cette grossesse. Donc, j'ai sollicité Emmanuel Perret, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier Robert Debré, qui est aussi fondatrice du GEGA, le groupe d'études grossesse et addiction, et Camille Ribeiro, qui est sage-femme à l'unité fonctionnelle d'addictologie du centre hospitalier Robert Debré. Et ce qu'on a prévu, c'est une introduction où, Camille, tu vas nous planter le décor à travers un cas clinique. Et puis, Emmanuel reviendra sur des aspects plus de savoir plus théorique. Et ensuite, on ouvrira la discussion. Bien, Camille, voilà. Oui, voilà, on fait un tout petit topo sur d'où on vous parle, parce que quand même, c'est important. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Ah ben, ça marche. Ah, ça marche pas. Bon, on est une équipe... ah, ça marche, voilà. Merci. Alors, Non, je crois que c'est lui qui l'a fait. C'est pas grave, on s'en fout. Merci. Voilà. Donc là, comme je ne suis pas certaine, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la dictologie dans la salle, mais je suis pas certaine que tout le monde connaisse toutes les structures d'addictologie qui proposent des soins en addicto et comment on se coordonne les uns les autres. Et cette coordination est absolument essentielle pour favoriser une prise en charge correcte. Donc, il y a le secteur médico-social où les soins sont gratuits et anonymes. Et donc, il y a les XAPA qui sont les centres d'addictologie qui prennent en charge les patients pour leurs addictions. Logiquement, c'est tout produit, y compris les addictions sans produit. Et il y a une émanation depuis 2005 qui est adossée à ces XAPA qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs. Si vous tapez sur Internet CJC, Addicto, vous mettez, et vous allez avoir un lien pour trouver toutes les consultations jeunes consommateurs qui sont autour de l'adresse d'un patient. Parce que plus la consultation jeune consommateur est de proximité, plus on a de chance que le jeune s'empare du suivi. Et puis après, il y a les soins résidentiels collectifs avec des appartements thérapeutiques, des familles d'accueil, des ACT. Et puis, il y a dans le secteur sanitaire, les hôpitaux, les consultations hospitalières d'addictologie, avec les hôpitaux de jour, les ELSA. Et donc,
on est une ELSA et une CJC H hospitalière. La différence entre CJC, secteur médico-social, et CJC H, c'est que nous, c'est pas gratuit et anonyme. On est obligé ou alors, dans certaines situations, on les passe en liaison, comme ça, les responsables légaux ne sont pas au courant. Hein, parce que les jeunes qui viennent nous voir, ce qu'on va privilégier, c'est qu'ils puissent revenir nous voir. Et si ça les met en porte-à-faux avec leurs responsables légaux, on va faire en sorte de bidouiller. Et bon, j'ai l'habitude de bidouiller. Voilà. Et puis, il y a les réseaux de santé addiction, comme par exemple le DAPSA, qui est un réseau de santé, dispositif d'aide à la parentalité, au départ pour les problématiques addicto, et puis qui s'est étendu au champ de la psychiatrie. Et en situation de grossesse, on fait souvent appel à eux. Ils sont précieux parce qu'ils connaissent toutes les structures, tous les changements de structure, etc. Diapo suivante. Voilà. Donc, les ELSA, il y a un décret qui date de 2008. Logiquement, quand les ELSA ont les moyens de faire ce pourquoi ils ont été créés, c'est de former, assister, conseiller les soignants et les former donc au repérage des conduites addictives, d'intervenir auprès des patients qui sont usagers de l'hôpital, pas forcément hospitalisés. Hein. On est appelé très souvent aux urgences pour donner un avis addicto et puis éventuellement proposer une prise en charge. Et puis développer des liens avec les différents acteurs qui sont à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur. Diapo suivante. Donc nous, on est une petite équipe avec... donc moi, je suis temps plein et le docteur de Robert, qui est complètement à droite, est mi-temps. Et puis, il y a à ma gauche Camille Danquin, qui est infirmière, temps plein. Derrière Camille, il y a Marine Noble, qui est éducatrice spécialisée temps plein. Ici, avec nous, il y a Camille Danquin, qui est sage-femme temps plein sur notre unité. Et puis, complètement à gauche, il y a Paul Chambon, qui est psychologue, et on est en cours de recrutement de son complément, psychologue. Diapo suivante. Alors, on a une chance immense d'être dans un hôpital universitaire mère-enfant. Donc, c'est un hôpital pédiatrique que vous connaissez peut-être tous quand même, Robert Debré, qui est sur le périph', donc qui draine 19e, 20e arrondissement Paris et beaucoup le 9-3. Et on a donc des services de pédiatrie, dont les services de neurologie pédiatrique et le service de pédopsie, mais on intervient en maternité, en néonate, quand on est appelé. Et on va mettre en place des moyens de dépister les conduites à risque, les conduites addictives, mais pas que, aussi les vulnérabilités. Et donc, on a la possibilité de faire prendre en charge efficacement, de mettre en place des suivis quand on sait qu'un enfant a été impacté pendant la grossesse par des consommations, mais c'est aussi par la violence. On peut travailler à les intégrer dans des files actives de nouveau-nés à risque, hein, au même titre que les prématurés, qui sont des enfants à risque de développer des troubles du neurodéveloppement. Diapo suivante.
Diapo suivante. Merci. Donc, on a une consultation avancée en mater, parce que le mieux du mieux du mieux, bien sûr, c'est de prendre en charge les patientes pendant leur grossesse, si possible, de mettre en place ce repérage des vulnérabilités quand elles viennent s'inscrire à la mater. Et on peut dérouler le diaporama, et on a mis en place donc l'outil qui est l'auto-questionnaire de repérage des vulnérabilités, qui est une émanation du travail du groupe d'études grossesse et addiction qu'on retravaille, qu'on a retravaillé. Donc celui qui apparaît là n'est pas le dernier. On a refait un questionnaire, mais chaque maternité peut utiliser les outils qu'il veut. Hein. Ce n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que pour repérer, en fait, il est important d'être systématique, parce que sinon on ne repère pas. Et donc là, vous ne voyez pas, mais dans ce questionnaire, on va aborder les problématiques psychiques, avec des antécédents de dépression ou de l'anxiété. On va aussi aborder tout ce qui est violence. L'isolement aussi, également. Et puis, donc, cette consultation avancée va permettre aussi de faire de la réduction des risques. Ça, je pense que vous connaissez tous. On intervient au staff de parentalité. Le staff de parentalité, c'est un staff qui a lieu dans toutes les maternités, normalement, une fois par mois, pour les situations médico-psychosociales qui inquiètent les obstétriciens, les sages-femmes. Et souvent, quand la situation est déjà connue, qu'il y a déjà des enfants qui ont soit une aide éducative, soit qui ont été placés, on fait intervenir et on fait venir à ces staffs de parentalité les intervenants de l'extérieur, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, les responsables ASE, blablabla, tous les gens qui sont autour, hein, les psychiatres, les psychologues. Et on croise nos regards, toujours dans le respect de la patiente qui est au courant, qui est informée qu'il va y avoir cette réunion. Et on va travailler à organiser après l'accouchement, en essayant de faire le moins pire. Voilà. Et puis, on peut être sollicité aussi par le diagnostic anténatal, c'est le DAN, parce qu'eux, ils voient arriver, donc on est une maternité niveau 3, avec énormément de compétences obstétricales, et sont adressés au diagnostic anténatal tous les retards de croissance intra-utérins. Et certains ont un lien avec violence ou consommation, et surtout alcool. Voilà. La suivante. Donc, vous voyez que notre intervention en maternité est potentiellement permet une prise en charge et un diagnostic des troubles du neurodéveloppement des enfants, mais on peut retrouver les mêmes enfants à notre consultation hospitalière. En service, alors on appartient au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et donc on a cette consultation où on va pouvoir aussi permettre des diagnostics de troubles du neurodéveloppement qui sont pour beaucoup, et ça a été dit nationalement, maintenant c'est reconnu, blablabla, que les troubles du neurodéveloppement sont le lit de la vulnérabilité pour les addictions, mais pas que. Voilà. Et on est en lien avec les services des urgences, la médecine de l'ado. Il y a une structure qui s'appelle médecine de l'ado, mais aussi la maison des ados qui est adossée à Robert Debré. La suivante.
encore la suivante. Et donc, on intervient donc, en liaison. On a passé des conventions. On travaille avec des partenaires, comme par exemple Hors la rue, ici présent dans la salle, mais aussi les consultations jeunes consommateurs. On travaille, on n'a pas les moyens de proposer des hôpitaux de jour ados, mais on les oriente vers le seul hôpital de jour ado existant, à ma connaissance, qui est l'HDJ ado de Paul Brousse. Et puis, on préconise des hospitalisations. Alors, on tord les cadres quand ils ont 17 ans pour pouvoir les hospitaliser à Fernand-Vidal. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation ado, addicto, en France, que je sache. Il y a de la pédopsie qui est surdébordée. Et malheureusement, nous, dans notre service, il y a des lits d'hospitalisation de pédopsie avec une liste d'attente de ouf, et ils ne prennent pas les gamins au-dessus de 15 ans, 3 mois. Oui. 3 mois 3 mois, 6 mois? Non, t'es sur dernière estimation, là, qu'elle nous disait Annie, on était sur 9 mois. 11 mois. Là. 9-11 mois. Alors, bien sûr, il y a toujours les graves urgences, mais voilà, on est un peu comme tous les gens qui s'occupent de la dicto. Les pédopsychiatres ne se sentent pas en compétence avec nos patients. Donc c'est un peu, c'est toujours compliqué, hein, parce que on a fait 3 pas en avant comme en addicto, et puis on a fait 2 pas en arrière récemment. Et puis là, j'espère qu'on va pas continuer à reculer parce que ça craint du boudin. Et donc c'est pour ça qu'on invente avec le collectif et les gens qui sont en lien avec le jeune d'autres formes de prise en charge. Parce que par ailleurs, une hospitalisation sous contrainte, pour nos patients, c'est souvent très violent aussi, et inadapté. Donc on essaye de travailler différemment. Voilà. Et donc on a comme partenaire l'aide sociale à l'enfance, on a une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse, on a bien sûr les parents, certains ont quand même des parents qui nous amènent leurs gamins. Et puis on a pour partenaire tout ce qui est la médecine scolaire, les médecins généralistes, les pédopsychiatres qu'on essaye de former au repérage. Et on a, qui manque sur cette diapo, parce que c'est une ancienne diapo que j'ai récupérée à l'arrache, l'UAPED, qui est l'unité d'accompagnement des enfants victimes de violences. Et les UAPED, il y en a 3 sur les 3 hôpitaux pédiatriques de Paris. Il existe une UAPED à Necker, à Trousseau, à Robert-Debré. Il y en a une à Jean-Verdier. Et donc, on collabore. Hein, ils sont spécialisés maltraitance. Donc ça va du bébé secoué aux gamines qui sont qui sont soumises et dans des réseaux de traite des êtres humains. La suivante. Et voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis la sage-femme de l'équipe, comme disait le docteur Perret, Emmanuel. Je vais vous présenter un peu un cas clinique qu'on a eu. Un des premiers quand je suis arrivée sur l'hôpital Robert-Debré. Et le but, c'est que ce soit un peu interactif quand même. Donc, s'il y a des questions, des besoins d'infos supplémentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre en même temps. Donc, moi, je vais vous parler de Léanor. Le prénom est modifié. Ne vous inquiétez pas. Donc Léanor, c'est une jeune fille que je rencontre en février, début février 2024, qui a 16 ans. Et on est interpellé par le service à la demande de Léanor de nous rencontrer pour une addiction au tabac, initialement. Il s'avère qu'elle avait rencontré une des psychiatres de maternité
à ce moment-là, qui nous a décrit une jeune fille qui présente une immaturité affective assez conséquente, un peu logoréique, mais voilà, pas de réelle évaluation encore à ce moment-là. Et elle était arrivée sur le week-end, via les pompiers, qu'elle avait appelé parce qu'elle était à la rue à ce moment-là. Donc quand elle est arrivée hospitalisée chez nous, elle était à 17 semaines d'aménorrhée, à peu près 4 mois de grossesse, pour vous faire une idée. Et elle avait été retrouvée au parc de la Villette. Ça faisait 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle avait été mise à la rue par celui qu'elle appelait son mec. Donc, quand on fait un peu le déroulé de son histoire avec elle, il s'avère qu'elle est plutôt transparente sur son histoire. Elle a été confiée à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de 4 ans, sur des violences intrafamiliales, notamment de sa mère, visiblement, de ce qu'elle nous dit, et sur des notions d'abus sexuels dont là, le sujet reste quand même beaucoup plus flou, mais surtout sur des premiers entretiens où la confiance n'était pas encore assez installée pour qu'on développe ce sujet avec elle. Très, très vite, la présentation qu'elle nous montre est celle de la jeune fille qui a mis en difficulté tous les services éducatifs de l'aide sociale à l'enfance du Nord, dont elle a fugué. Elle nous dit que tous les éducateurs, ce qui sera confirmé par sa référente plus tard dans les échanges téléphoniques, que tous les éducateurs de l'ASE du Nord ont exercé leur droit de retrait avec elle. Elle nous dit qu'elle est très violente, qu'elle s'énerve facilement et que si on ne fait pas ce qu'elle veut, de toute façon, la dernière fois, elle a fracassé un lit en métal et elle a planté son éducateur. Donc ça, c'est la première rencontre avec Léonore pour, je pense, nous faire comprendre qu'il vaut mieux qu'on aille dans son sens. Pas de souci. Donc, on développe un petit peu. On apprend que dans ses antécédents psychiatriques, il y a beaucoup d'hospices pour des crises clastiques. Ça parle à tout le monde, les crises clastiques ? Non ? Tu sauras peut-être mieux décrire que moi en termes psychiatriques. C'est-à-dire, c'est des crises de violence. Oui, c'est des crises au départ suite à une frustration où le gamin clash et soit à des actes violents ou des actes violents sur lui-même. Voilà. Donc pour vous donner un exemple d'une crise classique qui a eu lieu pendant l'hospitalisation assez vite dans la première semaine, il y a malheureusement eu un matin où il n'y avait pas de Nutella au petit déjeuner. Et donc ça a été un bazar. Elle a claqué tout ce qu'elle pouvait dans le service, elle est sortie en furie de l'hôpital. Bon, elle s'est calmée, elle est revenue d'elle-même. Mais voilà, suite à ce genre de frustration, en tout cas, la colère est montée très très vite, par exemple. Il y a aussi de nombreux antécédents de tentatives de suicide, et pas des moindres, parce que c'était des tentatives de suicide par pendaison, par ingestion, alors pas de médicaments, mais de produits corrosifs type Javel, etc. Et ce, à plusieurs reprises. La dernière remontant à moins d'1 an avant l'hospitalisation pendant laquelle on la voyait. Et beaucoup d'automutilation aussi. Notamment dès le premier jour, comme on l'a vu plusieurs fois sur le premier jour, elle nous a gentiment redonné la lame de rasoir en nous disant « Ah, je me suis coupé le bras avec, c'est vrai que j'avais oublié que ça coupait », avec un sourire calqué sur le visage. Donc voilà, les messages étaient assez clairs dès le début pour nous. Il n'y avait pas de souci, on avait un peu compris comment ça allait se passer. Et puis, on a abordé la question des consommations, parce qu'initialement, c'était pour ça qu'elle a accepté de nous voir. Donc, elle nous parle du tabac, mais effectivement, pour elle, c'est la seule problématique à l'heure actuelle. Et on aborde la question de l'alcool. Donc là, elle nous dit qu'effectivement, jusque récemment, donc là, pour rappel, elle était à 17 semaines d'aménorrhée, et ça faisait 2 semaines qu'elle avait arrêté, elle consommait 1 à 2 flashs de vodka Red Bull tous les jours, tous les soirs notamment. C'était quand elle était chez un mec, comme elle pouvait nous dire, et que donc, globalement, elle se sentait en sécurité pour dormir la nuit quelque part qui ne soit pas dehors. Donc c'était assez supportable. Dans ce cas-là, c'était couplé à des joints de cannabis. Et puis 2, c'est quand elle se retrouvait dehors, parce qu'elle n'avait pas d'hébergement, ce qui arrivait assez souvent. Et donc, du coup, là, c'était pour supporter la nuit dehors.
Donc il faut savoir que cette jeune fille, depuis l'âge de ses 12 ans, elle fuguait régulièrement des foyers, des familles où elle pouvait être. Voilà, elle a fait un petit peu le tour de la France. Elle a un peu planté ses valises partout. Et notamment, là, sa dernière fugue qui était en tout début de grossesse, c'était à Strasbourg. Elle est retournée à Strasbourg parce que sur la fugue précédente, quand elle y était allée, elle a dormi à la rue pendant 3 jours et elle s'est fait violer. Ce viol, cette grossesse, elle serait issue de ce viol. Elle est retournée à Strasbourg dans l'espoir de retrouver le père. Il s'avère qu'elle est tombée sur d'autres personnes et que de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à Paris. Elle a pu nous dire assez rapidement, avec des propos, elle avait des propos très sexualisés dès le début, qu'elle avait énormément de rapports sexuels contre l'hébergement. Voilà, pour elle, on n'était pas sur la prostitution, c'était vraiment pour se rendre service à elle-même, et puis elle faisait ce qu'elle voulait. L'immaturité affective, nous, on l'a vu très très vite, parce que là, je vous raconte tout ça un petit peu en condensé. Pour vous faire une idée, le premier contact qu'on a eu, après nous avoir dit qu'elle pouvait casser des meubles, etc., elle nous a demandé des coloriages. Voilà. C'était son principal souci, c'est qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait des livres et des coloriages, mais elle voulait des livres avec des images, voilà, pas des livres, on va dire, un peu plus jeunesse, comme on pourrait voir. Là, c'était les livres, les images, les dessins animés et les coloriages. Ce qu'on lui a apporté. Et c'est comme ça que le lien s'est créé finalement. C'est par toutes ces petites choses qu'elle pouvait nous demander, les petits bonbons, les petits coloriages, tout ça. Des choses un petit peu de petite fille finalement, qui ne correspondaient pas à l'âge factuel qu'on avait, nous, sur sa carte d'identité. Alors, globalement, ouais, c'est ça. Donc, très très vite, nous, au vu de la clinique, on s'est posé la question des consommations de sa propre mère pendant la grossesse. L'immaturité affective, l'immaturité tout court, son âge émotionnel qui semblait être moitié de son âge factuel, et puis certaines difficultés, certains traits, les crises classiques, enfin, voilà, pas mal de choses dont tu parleras aussi par la suite, qui nous ont fait nous demander si sa mère n'avait pas consommé de l'alcool elle-même pendant la grossesse. On a exploré ça avec elle, donc tout le travail en lien avec l'ASE du Nord a été, bon, hormis le fait qu'effectivement signalait qu'elle était avec nous, etc., a été de remonter un petit peu sur les investigations du côté de la mère. Effectivement, il s'avère que la maman avait consommé pendant sa propre grossesse. Et donc, nous, ce qu'on a suspecté, et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que Léanor elle-même n'était pas un enfant qui présentait des troubles causés par l'alcoolisation fœtale de sa propre mère? Et donc, on l'a fait examiner par la suite par le docteur Germano, qui est neuropédiatre spécialisé des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, pour essayer d'avoir un diagnostic, d'avoir des réponses à tout ça. Et Léanor, elle s'en est beaucoup saisie. J'y reviendrai un peu par la suite. Alors, hop. On va passer à la diapo suivante, parce que effectivement, par la suite, donc là, l'hospitalisation, je vous ai raconté un petit peu en gros ce qui s'était passé, mais effectivement, comme elle était hospitalisée pour mise à l'abri, qu'on n'avait pas de raison de la garder, on a fini par réussir à avoir une sortie dans une famille d'accueil spécialisée. Et on a eu des nouvelles après par la suite. Donc, le début d'adaptation, il a été plutôt positif dans la famille d'accueil. Elle a réussi à créer un lien de confiance avec eux, ce qui n'était pas gagné à la base, parce que c'était un homme. Donc ça, j'y reviendrai un peu par la suite sur la prise en charge en elle-même, tout ce qu'on a pu découvrir un peu plus tard. Mais elle a réussi à créer ce lien de confiance. Donc 3 mois après la sortie, toujours enceinte, elle était toujours stabilisée. Il faut savoir que depuis ses 12 ans, le temps maximum où elle était restée quelque part, c'était 15 jours. Donc là, 3 mois après, c'était presque du jamais vu pour elle. Il y a eu quelques reprises ponctuelles de consommation de tabac, pas d'autres substances. Et on a pu faire un relais pour qu'il y ait un suivi addicto et psychiatrique qui se mette en place pour elle, sachant que ça n'avait jamais été fait. Malgré les hospitalisations, elle n'avait jamais eu de suivi psychiatrique au long cours. Donc on a pu mettre en place autour d'elle les consultations avec un CMP et une CJC.
c'est ce qui a aussi permis de maintenir le cadre autour de cette jeune fille. Elle a beaucoup investi son suivi obstétrical. L'investissement de sa grossesse a été assez énorme. Et ce qui a été fait, c'est un lien avec la maternité où le suivi s'est poursuivi. Ce qui a permis aussi de travailler avec les professionnels l'accueil de la jeune fille. Et ce qui a été très important dans la poursuite de son investissement de la grossesse. Elle a accouché en juillet 2024 d'une petite fille. Un accouchement qui globalement s'est bien passé. Et l'évaluation du lien mère-enfant a été assez correcte pour qu'elle puisse rentrer dans sa famille d'accueil. Malheureusement, suite à des déménagements et des ruptures de suivi, de traitement, des manques de passage de relais, l'état de Léanor s'est dégradé. Et donc, les crises clastiques ont recommencé. Et suite à une crise clastique où elle s'est mise elle-même en danger, il y a eu une ordonnance de placement provisoire qui a été prononcée pour sa fille à l'âge de 2 mois. Donc sa fille est restée avec elle pendant 2 mois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur l'histoire globale ou pas? Ou ça va? Tout est clair? Ouais. On peut passer à la diapo suivante. Alors, globalement, si on prend cette histoire, on va arriver une adolescente qui est à la rue, qui a fugué de l'ASE, qui n'a pas de réel motif obstétrical pour être hospitalisée. Ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été plutôt une urgence qualifiée de sociale, avec un lien avec l'ASE, où on avait quand même une pression de l'équipe de maternité qui voulait que la jeune fille reparte expressément dans le Nord. Voilà, il fallait qu'on la transfère, il fallait qu'elle reparte, il fallait. Donc c'était extrêmement difficile pour les professionnels de comprendre que voilà, on faisait ce qu'on pouvait, mais que de l'autre côté, on ne pouvait pas, d'un côté, proposer une structure d'hébergement sans savoir les dispositifs là-haut qui étaient disponibles, et de l'autre côté, pour l'ASE du Nord, comprendre qu'on n'est pas un dispositif d'hébergement et que vraiment, ce n'était pas possible de la garder sur du long cours. Ce qui a été assez difficile dans cette prise en charge initialement, c'est que autant la première semaine, on lui a diagnostiqué une gale. Donc elle a été en isolement dans sa chambre et ça s'est plutôt bien passé. Elle a réussi à tenir. Mais quand l'isolement s'est levé, là, on va dire qu'elle a montré un peu son vrai visage et que là, la prise en charge, elle est devenue extrêmement chronophage. C'est une jeune fille qui ne supportait pas la solitude du tout. Il fallait une permanence, une disponibilité auprès d'elle, quelqu'un tout le temps. Au point qu'on a aménagé nos horaires dans l'équipe, où je pouvais arriver sur les coups de 7h, 7h30 du matin, parce que pour éviter la crise classique, il fallait que dès le réveil, je sois là. Si elle appelle, il fallait que je réponde immédiatement, ou que quelqu'un dans l'équipe réponde. Le docteur Perret partait beaucoup plus tard pour essayer de répondre aussi. Enfin, voilà, ça a été une adaptation extrêmement compliquée. Et ça, en service de maternité, c'est impossible. Avec d'autres patientes, c'est impossible. Ça a été extrêmement compliqué aussi parce qu'il a fallu essayer de mettre en place un suivi de grossesse sans avoir tous les éléments. Et avec une jeune fille qui avait une patience quand même toute relative, à savoir, par exemple, quand on devait faire des échographies. Forcément, au vu des consommations avouées, on était sur des échographies de référence beaucoup plus poussées avec des médecins spécialisés qui ont de l'attente, qui ont souvent du retard, parce que c'est des échographies qui sont plus compliquées. Et que du coup, il était difficile à chaque fois d'essayer de programmer un rendez-vous, de la faire attendre, de lui dire que non, finalement, là, c'est pas encore tout à fait notre tour, qu'il faut peut-être encore attendre une demi-heure. Donc du coup, elle pouvait péter un plomb. Elle remontait dans sa chambre, elle refusait de descendre, il fallait reprogrammer, mais avec des délais, enfin, vous vous doutez bien, voilà. C'était une gymnastique avec tous les professionnels aussi. Et tous les professionnels ont dû s'investir pour adapter leur planning à la jeune fille. Alors, ce qui s'est très vite révélé, et ça c'est la suite de l'histoire, les choses qu'on a pu bosser avec elle, c'est qu'au-delà de l'urgence sociale, il y a eu beaucoup de mise en danger pendant l'hospitalisation qu'elle a elle-même, on va dire,
provoqué, entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais voilà. On a découvert, petit à petit, que Léanor avait été recrutée dans un réseau de proxénétisme et qu'elle en était sortie d'elle-même. Après plusieurs fugues aussi, sous la menace, mais que le réseau de proxénétisme la recherchait toujours. Et des membres du réseau sont venus à Robert Debré. 3 fois, précisément. En plus des contacts sur les réseaux, etc. Le problème des enfants qui souffrent de troubles causés par l'alcoolisation fœtale, c'est que c'est le dernier qui parle qui a raison. Et c'est lui qui est gentil. Donc quand il venait, qu'il lui proposait de la sortir de l'hôpital, si elle revenait dans le réseau, du coup, elle aurait un hébergement, qu'il fallait qu'elle avorte parce que de toute façon, c'était comme ça, on ne voulait pas d'une maman enceinte. Forcément, c'était eux les gentils, donc c'était des fugues en permanence de l'hôpital pour y aller. Dès qu'il l'appelait, elle y allait. Donc là, pareil, ça a été un gros travail avec les équipes et notamment les cadres de maternité qui, à un moment, voulaient dire « stop, on ne prend plus la chambre, tant pis ». Enfin, on la rend et il n'y a plus d'hospice, elle ne respecte pas le cadre. D'essayer de comprendre qu'effectivement, c'est une enfant qui, hormis le fait qu'elle soit adolescente et enceinte, ne rentrera jamais dans le cadre parce qu'elle souffre de troubles du neurodéveloppement. Ça a été d'essayer d'apprendre à Léanor aussi de se mettre en sécurité. Voilà, donc il y a eu toute une éducation sexuelle, affective, et tout un travail sur les abus sexuels et traumatiques qu'elle avait pu subir, et notamment d'adultes de confiance et d'éducateurs, sur des séjours de rupture a priori au Maroc. Donc, par ça, tout contact avec les adultes et notamment avec les hommes soignants est extrêmement compliqué. Dès qu'il y avait un examen à faire, elle refusait absolument tous les examens. Si je n'étais pas là, il n'y avait pas d'examen. Si j'étais là, c'était moi et c'est tout. Le problème, c'est que je suis sage-femme, c'est très bien, mais je ne sais pas tout faire. À un moment, je ne suis pas bonne en échographie, on ne va pas se mentir. Voilà. Son enfant aurait perdu des chances si c'est moi qui avais fait l'échographie. Donc c'était de prendre vraiment le temps, tout le temps de répéter, de préparer les choses, etc. Ça aussi, c'est pas possible dans un service de maternité. Vous prenez une sage-femme pour 20 patientes, au mieux quand elles sont bien dotées. C'est impossible qu'une sage-femme ait le temps de ça en permanence. Voilà. En plus de ça, la multiplicité des intervenants, le fait que ça change toujours le jour, la nuit, du jour au lendemain, le week-end, etc. C'est extrêmement compliqué pour elle. C'était pas possible de créer des liens de confiance. Voilà. L'adaptation à son rythme, parce que pareil, pour éviter les crises classiques, on avait mis beaucoup de choses en place. Donc on a essayé de demander aux soignants de ne pas la réveiller avant une certaine heure le matin, ce qui compliquait tout leur tour, etc. Donc les soignants, on avait un peu ras-le-bol, je ne vais pas vous mentir. Et puis dès qu'elle pétait un plomb et qu'elle s'en prenait à eux, ça pouvait devenir extrêmement violent. Il y a notamment eu une altercation avec une infirmière qui a très mal tourné, où elle a poussé l'infirmière contre un mur, elle l'a menacée, elle ne l'a pas frappée, mais c'était pas loin. Donc voilà, et donc là, à ce moment-là, la police a failli venir, enfin, c'était assez mal parti, et où il a fallu reprendre cet épisode avec elle, où là, on s'est retrouvé face à une enfant qui a beaucoup pleuré, qui nous a dit qu'elle n'était pas bien, que c'est pas ce qu'elle voulait, qu'elle n'arrivait pas à contrôler, qui s'en voulait extrêmement, et qui, comme une petite fille, est allée s'excuser, comme on s'excuserait auprès de sa maman. Et ça a été de reprendre avec la professionnelle le fait que, oui, elle a 16 ans sur les papiers, oui, on pourrait dire qu'elle comprend ses actes, mais qu'en fait, clairement, si on se place à son niveau de trouble du neurodéveloppement, elle ne comprend même pas la portée de l'acte qu'elle a fait sur le moment. Elle le comprend après, comme un enfant à qui on explique. Donc ça a été de faire comprendre tout ça aussi aux professionnels, et du coup, beaucoup de soutien, beaucoup d'heures de soutien auprès des professionnels, qui ont été extrêmement importantes. Voilà. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, on voit un peu toutes les problématiques de cette prise en charge, et on se rend compte que ces jeunes filles en situation d'addiction, parce que c'est un cas parmi tant d'autres qu'on a pu avoir, elles souffrent pratiquement toutes de troubles du neurodéveloppement. Elles demandent toutes à avoir un lien de confiance, ce qu'on peut comprendre au vu de leur histoire, à avoir une permanence d'une personne qui soit référente.
Et que ce qui, je pense, a sauvé la prise en charge, c'est pas pour me jeter des fleurs que je dis ça, ça a été le côté que, du fait que je sois une sage-femme, ça avait une légitimité pour elle de demander à ce que je fasse des examens, etc., s'il y avait besoin, notamment un jour où on a une suspicion de rupture de la poche des os, et donc il a fallu l'examiner. Autant vous dire que là, ça a été quand même extrêmement compliqué pour elle. Elle a refusé pendant 2 jours, c'était sur un week-end, jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Tout simplement parce que la confiance faisait que c'était moi et c'était personne d'autre. Et la légitimité pour les équipes aussi, d'avoir affaire à l'équipe d'Addicto, mais d'avoir affaire à une sage-femme qui comprend les problématiques aussi et comment je vais dire ça, les contraintes de service. Voilà. Je pense que c'est ça qui a permis de faire en sorte que la jeune fille arrive à accepter un suivi avec la psychiatre, qui a été introduite vraiment progressivement aussi, à accepter une mise en place de traitement. Et c'est ce qui a fait que ça a tenu par la suite. Et que même s'il y a eu un placement de cet enfant, 2 mois après, on a quand même eu une petite fille, Lou, qui a pu voir sa mère, avoir des contacts avec sa mère. Quand on l'appelait progressivement après, par la suite, elle était quand même beaucoup en lien avec nous. Et elle faisait souvent du pot à pot. Enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées et que ça, c'est toujours bénéfique pour un enfant, même s'il y a un placement. Ce premier lien, et c'est ce qui a été préservé. Ce qui en est ressorti pour Léanor, c'est qu'elle a commencé à trouver des réponses aux troubles parce qu'elle se rendait compte des troubles, des crises classiques, etc. Et elle ne comprenait pas. Et le fait d'avoir des débuts de réponses avec la proposition d'examen pour dépister des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ça l'a posé. Du fait que ça l'a posé, ça nous a permis de faire intervenir d'autres. Il y a eu d'autres intervenants auprès d'elle. Tout le monde s'est vraiment mobilisé. Ça a été aussi l'avantage de coordonner. C'est qu'on a eu 2 éducatrices et une art thérapeute de l'association Hors la rue qui sont venues de l'extérieur pour proposer des activités, ce qui n'a pas été anodin pour Léanor, parce que l'hospitalisation était très longue, et je pense que ça nous a sauvés de quelques fugues. On a eu la maison de l'enfant, donc là encore un signe qu'elle est probablement touchée par les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. C'est qu'elle se retrouvait beaucoup à la maison de l'enfant avec des activités proposées aux jeunes enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Et quand on a essayé de la conduire à la maison de l'ado à Robert Debré, non. Elle n'était pas à l'aise, ça allait pas, ça lui plaisait pas, c'était pas intéressant, voilà. Elle était fascinée par l'aquarium et du coup, elle passait beaucoup de temps une fois que ça a été mis en place là-bas, ce qui a permis aussi de sauver quelques fugues, à mon avis. Donc voilà, c'est en fait le fait d'avoir une sage-femme de l'équipe d'Addicto, ça a permis de légitimer auprès de tout le monde la présence de l'équipe d'Addicto assez permanente auprès d'Orlane. Léanor. Raté. Voilà, vous connaissez son prénom, désolée. Et ça a permis pour Léanor de trouver finalement une stabilité qu'elle n'avait plus depuis des années. Des points de repère, des points de chute. Et au final, alors ça montre que tout est bien qui finit bien, entre guillemets, c'est mignon, même si ça n'a pas été une mince affaire, c'est que jusqu'après son accouchement, le service de gynéco-obstétrique qui avait beau râler tout ce qu'il pouvait quand elle était là, etc., passaient leur temps à nous demander des nouvelles d'elle. Et elle avait pris leur numéro, et en fait, elle les appelait 1 fois par semaine pour prendre des nouvelles, pour dire bonjour, etc. Et à chaque fois qu'elle appelait, tout le monde était heureux et j'avais à chaque fois on me prévenait qu'elle avait appelé, que tout le monde était content. Donc tout ça pour dire que finalement, ce qui partait comme quelque chose de très 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 compliqué, qui a été très compliqué, on ne va pas se mentir, a quand même permis de débloquer, de mettre en place beaucoup de choses, que ce soit autour de cette jeune fille ou pour l'équipe derrière et pour d'autres prises en charge qui ont lieu derrière sur des jeunes filles qui pouvaient être en situation d'addiction et de grossesse. Ça a permis de casser, de poser certaines représentations et de donner une sécurité à l'équipe qui fait que les prises en charge derrière ont été peut-être un peu moins compliquées sur les suivantes d'ailleurs. Voilà. Je pense que moi c'est bon.
Il y a peut-être une diapo suivante. Je sais plus. Voilà, bon, ça c'est un petit peu ce que j'ai dit. Effectivement, ce qui à la base était une urgence sociale est devenu une hospitalisation qui a permis une porte d'entrée dans tous les soins pour cette jeune fille et une reprise de la base, à savoir des soins somatiques, obstétriques, addictologiques, dépistage de troubles du neurodéveloppement, psychiatrique, social. Enfin, voilà, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui était vu comme on va dire, une petite épine dans le pied. Finalement, ça n'a pas été inutile qu'elle soit hospitalisée de voir tout ce qui a été fait autour d'elle par la suite. Et que 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois d'hospitalisation, bah, ça n'a pas été si long pour mettre en place tout ça. Voilà. Merci beaucoup Camille pour cet exposé qui nous éclaire beaucoup sur cette question des troubles du neurodéveloppement, dont on parle assez peu. Mais, si, on en parle quand même dans la presse. On en parle au très haut niveau. Il y a plein d'effets d'annonce, mais par contre, on n'a pas de moyens supplémentaires. Et donc, c'est l'intérêt aussi de l'intervention, c'est de comprendre. Et le bénéfice, il n'a pas été que pour Léanor, il a été pour la petite Lou. Parce que l'intervention et l'hospitalisation, la longueur de cette hospitalisation dans un hôpital mère-enfant, donc adapté aux enfants qu'elle est, a permis tout ça, mais surtout qu'elle arrête de boire de l'alcool. Et en situation de grossesse, c'est l'alcool et le protoxyde d'azote qui sont les pires produits pour l'enfant à venir. Et ça, c'est malheureusement compliqué à faire passer en population générale, et y compris même chez les obstétriciens. C'est une urgence à hospitaliser une femme qui consomme de l'alcool pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que l'impact sur l'enfant est complexe et assez conséquent et va reproduire des troubles du neurodéveloppement. Alors, on n'a pas le temps là que je déroule le reste de mon diaporama parce qu'il y a 80 autres diapos, donc je vais vous épargner. Mais il faut vraiment comprendre que donc il y a l'impact sur le développement neurologique et l'alcool intervient tout le long de la grossesse, avec possibilité d'un syndrome d'alcoolisation fœtale avec un morphotype particulier quand c'est pendant le premier trimestre de la grossesse, mais il reste un impact sur le développement neurologique dès lors des consommations pendant tout le reste de la grossesse. Or là, dans cette situation, on a évité, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles consommations d'alcool, donc on sait que cet enfant a été certainement impacté en tout début de grossesse. Elle n'avait aucun symptôme de SAF, enfin on ne l'a pas vu en photo, je ne sais pas si tu l'as vu en photo toi, le bébé. Non, a priori il n'y avait pas de SAF, il n'y avait pas, en tout cas les premiers examens cliniques étaient normaux et de ce que j'avais reçu comme information sur les recherches de toxiques qui avaient été faites, on ne retrouvait pas de produits de dégradation de l'alcool dans le premier méconium, le premier caca du coup du bébé émis à la naissance. Ça le méconium, il est produit à partir du 2e trimestre de grossesse. Donc s'il y avait encore eu consommation par la suite, on aurait retrouvé des produits de dégradation de l'alcool. Donc déjà, on sait que l'impact est vraiment minime pour cet enfant, qu'il n'a pas baigné en permanence dans une alcoolisation. Et effectivement, ça s'est arrêté assez tôt pour limiter les impacts par la suite pour cette petite. Et puis, on n'a pas rien fait. Hein. Même si cet enfant est placé à 2 mois,
et que donc ça aura un impact évidemment ce placement, mais au moins pendant ces 2 mois, elle a structuré son cerveau grâce aux interactions précoces mère-enfant. Et cette jeune a montré qu'elle était compétente avec son bébé dans un environnement privilégié, bien sûr. Et ça, c'est tout bénéfice pour le bébé, pour la construction de son cerveau, de son psychisme. Et j'espère qu'elle sera accompagnée dans sa parentalité, parce qu'elle reste une maman. Et souvent, les drames de ce type de situation, c'est que l'enfant est placé, la jeune repart dans une forme d'errance s'il n'y a pas un suivi qui tient et qui est continu. Et les visites hebdomadaires en pouponnière ne sont pas respectées. Les professionnels se découragent. Les mamans arrivent pour voir leur enfant. Comme c'est difficile et qu'elles ont une culpabilité, souvent il y a des consommations de produits. Les professionnels qui s'occupent du bébé pensent qu'elle peut potentiellement être dangereuse pour son bébé et les visites sont suspendues. Et ça, c'est terrible. À ce sujet-là, j'avais eu des nouvelles au moment où ça s'est passé, parce qu'elle a eu le réflexe d'appeler dans le service, du coup, de nous appeler pour nous expliquer ce qui s'était passé. Donc elle a eu des réactions très adaptées. Bien sûr, elle était en larmes, bien sûr, ça n'allait pas. Mais elle arrivait à critiquer son geste, à m'expliquer quand même que malgré le fait qu'il y ait eu crise classique, ça n'avait pas été aussi violent que ce que ça pouvait être habituellement, parce que d'elle-même, elle s'est arrêtée en voyant sa fille à proximité, que du coup l'audience se préparait avec la juge, qu'elle l'a préparée, elle avait demandé à son référent ASE de l'aider à préparer cette audience et qu'elle avait d'elle-même accepté. Alors, est-ce que ça a été par la suite, est-ce qu'il y a eu intégration ou pas, je ne sais pas la suite, mais elle avait demandé et accepté d'intégrer un centre mère-enfant pour que le placement se fasse, qui est vraiment un placement du coup judiciaire, mais dans le centre et qu'elle soit placée avec son enfant. Voilà, sous surveillance pour essayer de maintenir le lien. Elle, c'était sa demande et pour le coup, elle avait une réaction quand même assez adaptée sur le fait que, oui, bien sûr, on n'allait pas lui rendre sa fille comme ça, que c'était encore à elle de travailler sur elle-même, de continuer à prouver qu'elle pouvait le faire, de faire des efforts, et elle s'est très vite ressaisie suite à cet événement-là. Voilà. Alors, pour reparler de qu'est-ce que c'est que ces troubles du neurodéveloppement, je ne sais pas qui connaît parmi vous les troubles de neurodéveloppement, un nom d'un trouble du neurodéveloppement, par exemple dyslexie. Dyslexie, si ce n'est pas repéré, et malheureusement, ce n'est pas toujours repéré, et malheureusement, quand on repère, pour trouver une orthophoniste qui prend en charge l'accompagnement de cet enfant, aujourd'hui, ça devient une tannée. Et comme dans ce type de famille, ou si c'est des enfants placés, et là, c'est loin de moi l'idée de taper un bras raccourci sur les éducateurs de l'ASE. Je sais très bien qu'ils sont surdébordés, qu'ils ont 30 mesures, ils ne peuvent pas passer 4 heures à chercher une orthophoniste, et puis après, une fois qu'ils ont trouvé l'orthophoniste, faut tout coordonner, il faut que le rendez-vous, il y ait quelqu'un qui l'accompagne, etc. C'est quasi mission impossible à l'heure actuelle. Et si l'enfant reste avec des parents qui eux-mêmes sont en difficulté, ce qui a été le cas de cette patiente, avec une maman qui avait un trouble de l'usage d'alcool, cette maman n'allait pas appeler le CMP, parce que de toute façon, on vit dans une société qui stigmatise les prises en charge psychiatriques, et que l'offre de soins en pédopsie
est réduit à peau de chagrin. Et on est confronté à des suivis donc en CMP avec quand même majoritairement des gens qui sont d'obédience psychanalyste. Et donc, il faut que les parents appellent eux-mêmes. Mais si les parents ne sont pas francophones, si les parents sont en difficulté, comment ils peuvent faire la démarche pour accompagner leur enfant, eux-mêmes ayant les mêmes problématiques que leur enfant? Alors, il y avait un monsieur pédiatre qui a monté les CAMS. Les CAMS, ce sont les centres d'accompagnement médico-psychologique de la toute petite enfance. Maurice Titran, qui était à Roubaix, il disait, quand on travaille avec une maman qui consomme de l'alcool, on travaille pour la 3e génération. Voilà. Il y a un autre monsieur qui a peint des femmes qui avaient toutes un syndrome d'alcoolisation fœtale. Il s'appelle Toulouse-Lautrec. Vous regarderez les tableaux de Toulouse-Lautrec et vous allez sur Internet, vous regardez ce que c'est qu'un SAF. Elles ont toutes les stigmates du syndrome d'alcoolisation fœtale. Et donc, c'est ce trouble du neurodéveloppement qui entraîne donc une pathologie psycho-affective où il faut constamment quelqu'un qui rassure, qui calme, qui sécurise, ces enfants grandissent souvent avec des mamans qui sont elles-mêmes très insécures, donc elles ont vécu des violences, des ruptures. Donc il faut prendre en compte toute cette dimension du traumatisme aussi. Oui ? Non. Non. Alors les 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, ça, ce sont des troubles du neurodéveloppement. Et puis, il y a un trouble du neurodéveloppement que les gens n'aiment pas, qui s'appelle le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH, où les vilains pédopsychiatres donnent des médicaments psychostimulants à des enfants pour les aider. Alors, c'est pas ce qu'on fait dans la vraie vie. Quand on les diagnostique, ces enfants-là, on va d'abord commencer par des mesures comportementales. On va demander aux professeurs de les mettre au premier rang parce qu'ils ont une distractibilité incroyable. Il faut leur répéter les consignes. Vous avez tous vu des manuels scolaires. Alors, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire avec un TDAH. Il y a des trucs partout, partout, partout. Le TDAH, il est noyé. Il ferme le manuel. Il faut focaliser son attention sur une chose. Si, en général, c'est comme ça en milieu scolaire, les profs, ils disent prenez le manuel, telle page, machin, votre stylo rouge, hop là, vous tracez une marge et vous commencez. 3 consignes, c'est mort. Le môme, il fait rien. Il faut répéter les consignes, donner les consignes une par une, et il faut éduquer aussi les parents, parce que ce sont des enfants très chiants. Il faut leur demander 4 fois de ranger leur cartable avant qu'ils rangent leur cartable. Donc les parents, très souvent, quand ils ont un enfant comme ça dans une fratrie, c'est un boulet, ça devient le vilain petit canard de la fratrie, et ça génère des violences, souvent. Par exemple, dans le cadre de Léanor, c'était le cas, hein, je ne vous cache pas que j'ai eu une super ligne pendant 2 mois, tellement je faisais des tâches d'escalier, de marche avec elle tous les jours. J'étais à peu près à 15 km par jour dans l'hôpital, ce que je trouve extraordinaire quand même de réussir à faire ça. Voilà, en permanence, hein, vraiment, elle bougeait de 8h le matin jusqu'à... on partait pas avant 20h, 21h le soir, jusqu'à ce qu'elle se couche.
On a fini par trouver un moyen de la canaliser, de lui faire comprendre, mais ça a été effectivement long. Elle, son moyen de se recentrer, parce qu'effectivement, encore une fois, l'hôpital, c'est exactement ça, c'est qu'il y a plein de choses partout, et puis il y a plein de gens, c'est génial. Elle parlait à tout le monde, hein, tout le monde la connaissait quand même. Elle, c'était le chocolat chaud. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis de la recentrer. Alors ça paraît tout bête, hein, mais quand on commençait à parler de chocolat chaud, elle savait que là, elle était en train de partir trop loin, etc. Et ça a été un moyen pour elle de se canaliser, de se contenir et d'éviter certains départs de crise aussi derrière par la suite. Où du coup, c'est quelque chose qu'on a donné aux équipes qui nous ont un peu pris pour des dingues quand même au début, qui nous ont dit, enfin, vraiment, vous foutez de notre gueule avec votre chocolat chaud là. Mais qui se sont rendus compte que non, quand elle venait en demander un et qu'on lui donnait, du coup, elle arrivait d'elle-même à s'apaiser. C'était son moyen, sa ressource pour elle, pour se recentrer et se calmer. Voilà. Au début, quand elles n'ont pas donné, c'est parti en live. Voilà. C'était simple. Et donc, dans les symptômes de l'hyperactivité, il y a l'impulsivité, le trouble attentionnel et l'hyperkinésie, le besoin de bouger tout le temps. Hein, c'est des gamins en milieu scolaire, ils font des petits crobards partout sur leurs cours, des petits dessins, des trucs. Alors, il faut adapter le milieu scolaire, il faut mettre en place des adaptations, des aménagements pour ces gamins-là. C'est impératif. Et en règle générale, c'est toujours pareil dans notre société, on diagnostique les garçons, mais pas les filles. Les filles, leur bulletin scolaire, c'est « Ah, dans la lune, peut mieux faire, dans la lune, bavarde ». Voilà. Et le formatage auquel on est confronté par rapport au genre, qui fait qu'une fille, ça doit être gentil, ça doit être sage, ça doit jouer à la poupée et être calme. Les petites filles sont déjà formatées. Donc, elles vont... Enfin, leur trouble déficit de l'attention va s'exprimer différemment que les garçons. Les garçons, ils vont courir. C'est des gamins qui sont insupportables. Les maîtresses en CP, très vite, ils interviennent, ils appellent les parents, machin. On ne peut pas faire la classe. Ils ne lèvent pas la main avant de parler. Impulsivité. Donc, c'est une vraie perte de chance scolaire. En milieu TDAH, en milieu addicto, adulte, on a quelques études qui montrent qu'on a à peu près 30% de patients qui ont un TDAH et qui consomment, parce que c'est vraiment une grande vulnérabilité pour les addictions. Et en prison, on est à 40%. Voilà. Donc, il y a un site qui est très, très, très bien fait, que je vous incite à aller regarder. C'est le site Vivre avec le SAF, où ils ont écrit, justement avec le docteur David Germano, des plaquettes à destination des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans les foyers, et à destination de la police et de la justice, parce que ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants parce qu'ils sont extrêmement vulnérables, que le dernier qui a parlé a raison, que leur TDAH fait qu'ils ont un défaut d'anticipation, ils vivent à la minute, et souvent, ils sont aussi carencés au plan affectif, donc ils vont rechercher de l'attention, de l'affection. Alors là, c'est pain béni pour les réseaux de prostitution. Ce sont des enfants qui sont tous victimes d'abus sexuels, qui ne vont jamais dire non. Donc c'est toute la complexité aussi de la pénalisation derrière de tout ça. C'est qu'ils vont d'eux-mêmes dire qu'ils n'ont pas refusé, mais la notion de consentement pour eux, elle est très floue. Et oui, effectivement, on ne peut que vous inviter à vous former et à repérer, parce que c'est extrêmement sous-diagnostiqué. Il y a différentes formes, différents degrés, bien sûr, mais les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, c'est un enfant sur 1000
Donc c'est quand même pas rien, finalement, au prorata. C'est extrêmement sous-diagnostiqué. Nous, on doit en voir peut-être... quand je dis nous, je parle des professionnels de santé en général, pas que de Robert Debré. Je pense que si on en voit 5 à 10% au total, c'est rien parce que personne... il y a très peu de formation sur ce sujet-là. Donc, très peu de suspicions, très peu de diagnostics et ils sont vite catégorisés comme des petits délinquants, effectivement. Oui. Je suis nouvellement arrivée sur Paris, je suis assistante sociale à la ville de Paris. Et du coup, ça faisait écho ce que disait M. Poujol ce matin, justement, les vulnérabilités. Et comme j'ai travaillé à la PJJ, c'est vraiment un profil qui est de plus en plus présent. Et justement, il expliquait très bien comment ces vulnérabilités étaient repérées justement par les réseaux. Bon, là, vous parliez de prostitution, mais dans le stup notamment. Et voilà, donc c'est vrai que beaucoup d'éducateurs sont démunis. Bon, les juges, ils font comme ils peuvent, parce qu'il n'y a pas, comme vous le disiez, de structure pour les accueillir. Voilà. Mais c'est vrai que les réseaux sont plus performants, que ce soit pénalement pour passer au travers des mailles des filets ou du côté médical, beaucoup plus performants que nous pour les repérer, les diagnostiquer. Ça, c'est clair et net. C'est une réalité. Et puis, les réseaux de trafic de stupes utilisent de plus en plus des enfants, des filles, pour amener les produits qui ont été commandés, avec éventuellement plus, si besoin. Et donc, nous, on en a un certain nombre dans notre file active qu'on accompagne. Alors, je ne vous cache pas que les suivis sont chronophages, complexes, avec des rechutes, avec toute la complexité une fois qu'on a enlevé le produit, il reste le trauma. Et aller mettre en place un suivi un peu long, spécialisé en psychotrauma, alors que, à l'heure d'aujourd'hui, les départements n'ont plus d'argent et ferment les centres de psychotrauma destinés aux enfants qui ont vécu des abus sexuels et de la maltraitance. Là, j'avoue que les bras nous en tombent et je ne vois pas d'autre solution que de former et former et former et informer à la compréhension des trajectoires, qu'au départ des abus sexuels, mais des traumas. Quand on sait que l'âge moyen de visionnage d'un film porno, c'est 9 ans, comment ça ne fait pas traumatisme sur un cerveau d'enfant qui n'a pas encore été formé ou qui n'a pas reçu d'éducation sexuelle. Donc là, quand on connaît les chiffres, un enfant sur 5 a été victime d'inceste. Quand on connaît les chiffres des violences conjugales, et quand on sait qu'un enfant témoin de violences conjugales est lui-même impacté, comme si c'était lui qui avait reçu la même violence, je vous incite à regarder les écrits de la Civis, à regarder les petites vidéos de Muriel Salmona sur la mémoire traumatique, parce que ça donne non pas que vous allez devenir thérapeute, mais ça donne des compréhensions, des fils de compréhension des enfants que vous avez devant vous, si vous travaillez en situation de placement dans des foyers, etc. Et voilà. Et en fait, on a travaillé à Robert Debré depuis 1 an. On met en place une espèce de coordination. On n'a pas vraiment de label officiel, mais avec Hors la rue et Agir contre la prostitution des enfants. On se voit à peu près 1 fois tous les 3 mois pour coordonner nos actions, pour trouver des moyens de travailler ensemble efficacement
à réparer. Et plus on va être précoce dans la réparation, et plus on va être efficace. Et cette vignette complexe prouve que on peut faire des choses, hein, que c'est pas, on ne peut pas baisser les bras, surtout à l'heure d'aujourd'hui, surtout à l'heure où il y a le procès Pellico, où on parle de soumission chimique, ce qui est l'arme des réseaux pour faire rentrer en prostitution les gamines. Hein, on leur donne des produits gratos et puis après c'est plus gratos. Oui. Oh, je suis là. Donc moi je travaille sur un dispositif, pour ceux qui étaient là ce matin, d'exploitation, l'exploitation sexuelle des mineurs, qui s'appelle Inside, mais dans les Alpes-Maritimes, donc à Nice. Et vous avez 3 hôpitaux pédiatriques à Paris. On en a un pour une région immense, avec des vallées qui sont un peu reculées. Nous, on a 2 systèmes. On a le système très rural et un système ultra-urbain avec du tourisme sexuel. Nice, c'est ça aussi. C'est pas que la Croisette et les trucs sympas. Et du coup, on a un autre problème, c'est que on a un département aussi qui est un peu réfractaire à la question parfois. Éric Ciotti. C'est étonnant. Et du coup, on a énormément de mal à coordonner les efforts, dans le sens où, effectivement, on a des efforts énormes qui sont faits par l'hôpital pédiatrique de Lanval. Ça marche. Voilà, on a un hôpital de jour. On a une maison des adolescents qui ne se parlent pas. Enfin, ils ne se parlent pas entre eux, donc c'est intéressant. Et ma question est, comment on fait quand on a une fille en souffrance qui se prostitue depuis l'âge de ses 13 ans? Moi, ma plus jeune, dans ma file active, elle a 11 ans. Donc, bien aussi. Ouais, c'est ça. Et comment on fait quand les hôpitaux, finalement, les gardent que 3 jours, sous prétexte qu'elles sont à la fois usagères de drogue et avec plein de troubles du comportement, parfois dans différents spectres, etc. Comment on s'organise? Parce que bon, moi, je ne comprends pas très bien ce que je dois répondre aux parents ou aux éduques quand on me dit « Ah oui, mais vous comprenez, elle ne rentre pas dans le cadre ». Il va falloir assouplir le cadre. Hein, va falloir tordre. Ça s'assouplit difficilement. Mais en addicto, on a l'habitude de tordre les cadres. Donc, rapprochez-vous, essayez de trouver une consultation jeune consommateur qui comprend et qui accepte aussi de travailler avec des gens qui seraient pédopsychiatres, par exemple, et qui pourraient mettre en exergue des troubles du neurodéveloppement avec un accès à des traitements, parce qu'il y a un moment où il faut traiter ces enfants-là. Hein, autant quand ils sont petits, qu'on fait le diagnostic, on va préconiser des manœuvres psychocomportementales, on va former les parents, former les éduques, avec les groupes Barclay, etc., etc. Et vous avez tout ce qu'il faut à Nice. Mais il faut que les gens travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on a créé cette coordination. Alors, à Robert Debré, on est un peu les spécialistes des mineurs non accompagnés. On n'a pas été invité à la coordination mise en place par la ville de Paris. On a mis les pieds dans la coordination ville de Paris, avec les autres CJC historiques, Charonne, Pierre-Nicole. Et on a travaillé tous ensemble. Et en fait, c'est une coordination. Et si vous devez mettre en place quelque chose, c'est une coordination. Alors, il y a l'ami prof qui travaille un petit peu à mettre en place un repérage, mais ces jeunes qui sont en errance et en situation de prostitution, les réseaux les font bouger sur toute la France et sur toute l'Europe. Elles vont en Belgique. Et donc, c'est très difficile de les garder quelque part. Nous, la chance qu'on a eue avec cette jeune, c'est qu'elle était enceinte
qu'on a une sage-femme addicto, enfin formée en addicto, parce que tu n'as pas le diplôme d'addictologue, mais tu es formée en addicto, et que donc elle était légitime dans cette rencontre. Et que tu, grâce à ton intervention, et tu as ramé, et Dieu sait que tu as ramé, tu l'as très bien expliqué, faut pas croire tu as que ça a pu nous été, faire rentrer dans la prise en charge. Ça n'a pas été tout beau, tout rose. Je m'en suis pris quand même, on va parler crûment, plein la gueule. Alors voilà, je me suis fait convoquer plusieurs fois dans le bureau des cadres, comme quoi je pouvais faire peur aux professionnels, que c'était pas bien, voilà, que non mais il faut pas en faire des drames non plus, il va rien se passer. Puis quand ça se passait, c'est mais qu'est-ce que vous faites, vous servez à rien, voilà. Enfin, bref, on rame, on rame vraiment, vraiment, vraiment. Quand je dis que j'y étais de 7h à 20h voire 21h tous les jours, c'est que de 7h à 20h, 21h, je ramais autant avec elle qu'avec les équipes. Et c'est après. En général, c'est le après que vous voyez. Une fois qu'elle est sortie, on vous dit c'était vachement bien, super, je suis content. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, mon expérience, c'est que oui, on rame, ça c'est clair, on rame. Les gens sont réfractaires, ça fait peur. Les addictions, ça fait peur. La prostitution, ça fait peur. Mais alors, vous mettez tout ça chez des mineurs, c'est même pas la peine d'y penser, c'est inenvisageable. C'est horrible. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes déjà rapproché de l'équipe de liaison d'addictos, parce que sur l'hôpital, est-ce qu'il y en a une ou pas? Parce que normalement, tous les hôpitaux en ont une. Et puis, ils ne savent pas travailler avec les mineurs. Non, mais voilà, alors... Oui. C'est ça. Après, voilà, c'est l'aller vers. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup. C'est l'aller vers, c'est effectivement mettre les deux pieds dedans et dire vous n'avez pas envie de nous voir, on vient quand même. Bonjour, c'est nous. Le sujet, c'est ça. On s'en prend plein la tronche, vraiment, encore une fois. Il y a juste un moment où ils vont se souvenir, quand une autre jeune fille reviendra, que vous êtes venu les voir, vous avez été là, et que peut-être, ce serait bien de vous appeler. Et c'est comme ça que tu as monté au fur et à mesure la coordination aussi. Oui. Alors, avec les mineurs non accompagnés, on a inventé des prises en charge. Avec ces jeunes-là, on a tout à inventer. Et quand il y a un TDAH et qu'elle n'est pas enceinte, on met en place un traitement. Alors, d'abord, on s'occupe du trauma. On fait en sorte qu'elle ne soit pas complètement anxieuse, en état d'hypervigilance, en état de stress post-traumatique. L'indication, c'est mettre en place un suivi psychologique, trouver une personne de confiance, mettre des antidépresseurs, des anxiolytiques non benzo, parce que sinon on repart dans l'addiction, et puis accompagner à une réduction des risques des consommations des produits consommés, parce que en fait, quand il y a un traumatisme, pour survivre, le cerveau se dissocie. La suite du traumatisme, c'est qu'il y a des flashbacks, qui sont souvent insupportables. Et pour atténuer ces flashbacks, il y a une recherche de nouvelles dissociations. Et beaucoup de produits qui sont consommés sont dissociants. C'est pour ça qu'il y a une vulnérabilité pour les addictions de toute personne qui a été traumatisée. Donc, il faut aussi donner des médicaments. On ne peut pas s'asseoir dessus. Et pour pouvoir donner des médicaments, ça commence par créer une alliance. Donc, c'est du boulot. Parce que ce sont des gamins. La petite, là, on avait l'impression que l'aide sociale à l'enfance du Nord attendait qu'elle fugue. Ils avaient baissé les bras. Ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et quand ils ont vu qu'au bout de 4 semaines, elle était toujours dans nos murs, ils n'ont pas vraiment eu le choix que de mettre en place des choses. Et de fait, ça a marché. Puisqu'elle n'est plus en errance dans la rue en train de se prostituer. Mais il faut cette continuité de l'accompagnement, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Si son enfant est blessé et qu'elle n'a plus le droit de le voir, elle va retomber enceinte. Parce que au plan psychopatho,
le viol, les agressions sexuelles dans l'enfance, machin, ça entraîne un sentiment de vide. Et quand on est une fille et qu'on est enceinte, ça remplit ce vide. Mais ça dure 9 mois. Donc là, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des sages-femmes formées en addicto, parce qu'elles sont légitimes, parce que les filles sont enceintes, parce qu'elles ne vont pas aller sonner à un XAPA pour demander une prise en charge. Hein. À l'adolescence, c'est pas comme ça que ça se joue. C'est la même chose avec les mineurs non accompagnés. Nous, avant qu'ils viennent à la consultation en ayant une demande de soins, on s'est employé à faire en sorte qu'ils aient accès aux soins. On a vu des gamins qui arrivaient amenés par les pompiers, qui ont fugué sur des fractures du fémur. Donc, c'est vous dire l'emprise et des réseaux qui les utilisent et des produits qu'ils consomment. En l'occurrence, pour les mineurs non accompagnés, c'est Lyrica, Rivotril, cannabis. Voilà. Donc, il y a effectivement, par l'addicto, on arrive à mettre en place un accès aux soins, hein, qui puisse être opéré, réparé et soigné comme tout enfant sur le territoire français. Et nous, on n'est pas la police. Hein. Ce n'est pas nous qui disons il est majeur, il est mineur. S'il a été reconnu mineur, il est mineur. On le traite comme un mineur. C'est-à-dire correctement, normalement. Voilà. Mais donc là, effectivement, mettre en place des moyens, créer une coordination. Si ça vous intéresse, on peut vous donner aussi nos coordonnées et vous faire participer, parce que là, la MIPROF, elle essaye de mettre en place des choses au niveau national. Nous, on travaille plutôt au niveau Île-de-France, hein, à former au repérage tous les gens qui sont en contact avec des enfants, quelle que soit leur formation. C'est pas complètement... Et surtout, de savoir quoi en faire une fois qu'on a repéré. Parce qu'on ne peut repérer que si on sait quoi faire. Mathilde, tu avais une question ? On n'entendra rien à l'enregistrement aussi. Merci beaucoup. Bonjour, Mathilde Chambaud, Association La Rue. Merci de nous faire rentrer dans l'hôpital, nous, éducateurs de rue, parce qu'on peine de plus en plus à trouver et à repérer ces jeunes filles dont le nombre est en augmentation massive, notamment depuis la crise sanitaire. Donc on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses et nous, éducateurs de rue, on ne les trouve pas. On en trouve encore quelques-unes, directement en rue, par cooptation, parce qu'elles se donnent les bons liens entre elles, et puis à l'intervention de certaines structures comme la vôtre. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même face à une situation où ces dernières années souffrent effectivement de troubles du neurodéveloppement. On le voit dans la prise en charge au quotidien, tous les blocages qu'elles rencontrent dans leur parcours de protection ASE ou PJJ, c'est une évidence, mais aussi dans les relations qu'elles entretiennent avec leur entourage. Mais en général, donc, il y a du psychotrauma et il y a de la consommation, voire le plus souvent une addiction déjà très ancrée depuis plusieurs années, avec des polyconsommations sur plusieurs produits. Et effectivement, il est évident que les éducateurs ne sont pas suffisamment outillés pour aider ces jeunes à adhérer à une prise en charge du soin. Le soin, c'est soit la pédopsychiatrie, soit l'addicto. Récemment, en Seine-Saint-Denis, on a un cas avec une jeune fille en errance aggravée. Elle est jeune majeure, elle a un contrat jeune majeur pris en charge par les Eaux de Paris, ce qui n'est pas le cas de toutes les jeunes filles, parce qu'elle adhère un peu. C'est une jeune maman également, dont l'enfant est placé également. Mais on essaie de tenir bon an mal an les visites médiatisées avec son enfant, dans l'intérêt des deux. Et récemment, on recherche une prise en charge médicale parce que les tentatives de suicide là s'accélèrent, et on a beaucoup de mal parce que le secteur de l'addicto et de la psychiatrie, comme vous venez de le dire, se renvoie la balle.
Et ça, c'est quand même des situations qui sont récurrentes et pour lesquelles nous, on est peu outillés à répondre. Et alors, ce qui est vachement bien, c'est quand là-dessus, sur l'addicto et la psychiatrie, on rajoute une histoire de maternité ou de parentalité. Là, vous avez perdu tout le monde après, il n'y a vraiment plus rien qui est prévu. Et alors, en contexte d'adolescence, de minorité, c'est même pas la peine. Donc, je rejoins tout à fait. Ouais, mais je rejoins tout à fait ça. C'est effectivement je pense que c'est ce qui fait très peur aussi dans ce que vous disiez, c'est qu'on voit des pistes, mais on n'a pas de réponse à apporter. Donc, comment on fait? Voilà. Eh ben moi, j'apporte la réponse que quand on fait ensemble, ça marche. Et donc c'est pour ça que là, si je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance qui est dans la salle, mais j'en ai marre d'entendre et de vivre cette dichotomie. Ah ben non, c'est sanitaire. Ah non, c'est éducatif. Ben excusez-moi, c'est le même gamin, hein, donc c'est les deux. Hein. C'est les deux ensemble. Et on se parle dans l'intérêt de l'enfant, dans le cadre du secret partagé. Et si on ne peut pas expliquer aux éducateurs ce que c'est que des carences affectives, quelles vont être les conséquences, quelles sont les conséquences des abus sexuels dans la petite enfance, que ça se répare, quelles sont les préconisations en addictologie, notamment la réduction des risques. Ben oui, le dernier truc qu'ils vont arrêter, ces gamins-là, c'est le joint, hein, le somnipète, le bédodo, le cannabis qui met à distance et qui leur permet de dormir. Eh ben oui, on va travailler avec les services éducatifs à ce qu'ils acceptent. Voilà. Hein, qui fassent genre j'ai pas vu. Il y a même des grands services d'addictologie à Paris qui pratiquent la réduction des risques. Alors, c'est pas dit comme ça. Hein, c'est pourvu pas pris. Mais voilà, et quand est-ce qu'on aura une possibilité de rendre le cannabis moins illégal et qu'on arrêtera de pointer du doigt les choses qui ne font pas mourir en masse, comme l'alcool et le tabac, quand même. Quand est-ce qu'on fait de la santé publique ? Et tout ça, on est tous dans le même panier, ensemble, hein, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes motivés pour que ça bouge, et que l'idée, c'est qu'on travaille ensemble, d'où les coordinations. Emmanuel, Camille, je vous remercie vraiment pour cette intervention qui était très, très puissante. Il est 15h30, on va laisser la place à notre atelier. Merci vraiment de ton invitation.